Merci à tous les Patreons du podcast. Merci Eric Constant, Daniel Edwin, Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté, ainsi que Catherine Gagné, notre Patreon mécène. Allez suivre ses vidéos de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses sur sa page Facebook CGKIN. Et finalement, petit rappel, utilisez le code promo 1JARI pour avoir 10% de rabais au demi-marathon Mont-Tremblant. C'est le 11 août, ça approche, c'est très bientôt. Ça va être une super belle course. Plein de lapins pour pas mal tous les temps que vous pourriez vouloir. Ben, c'est sûr, certains temps, on n'a pas de lapin en bas de 1h30 pour le demi-marathon, mais on a quand même beaucoup de lapins. Super belle course à venir. Des belles bourses pour les élites, 500, 300, 200 pour le top 3. Donc, c'est un rendez-vous. Et sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. On est très content de recevoir pour une deuxième fois au podcast Arnaud Franchoni. On l'avait déjà reçu, je l'avais reçu il y a longtemps, avant que Mathieu rejoigne le podcast. Dans le fond, on avait parlé un peu de toi, mais c'était surtout pour parler de ton problème de carence en fer que tu avais découvert, tu avais une carence en fer. Pour faire un petit récapitulatif, tu nous racontais un petit peu, tu finissais les courses à bout de souffle un petit peu. En fait, rappelle-nous ça un peu vite fait, là, oui. En quelques minutes pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Puis sinon, on vous invite à aller retourner l'écouter. C'était un bon épisode. Mais c'est exactement le feeling que tu sentais à la fin des courses quand tu étais en carence de fer. Ça ressemblait à quoi déjà? Oui, en tout cas, déjà, merci de me recevoir, François et Merci Mathieu. Déjà, c'est d'être une deuxième fois en ta compagnie. En ta compagnie pour une première fois, c'est un plaisir. Si tu veux commencer sur ce sujet, effectivement, la carence en fer, c'était basiquement ce qu'on avait dit et ce qui est ressenti. Si on doit l'illustrer, c'est comme ne pas avoir d'essence dans un char. C'est vraiment cet aspect de... On essaye de pousser la machine, on s'entraîne, mais on est incapable d'aller au maximum de ses capacités. On tombe en panne. Exactement. Pendant l'entraînement, pendant la course, c'est-à-dire que l'on est incapable d'être à son plein potentiel, tout simplement parce que le fer permet aussi la circulation de l'oxygène et des globules qui transportent l'oxygène dans le sang. Je ne vais pas faire tout un discours médical parce que je ne suis pas spécialiste, mais ça aide au transport de l'oxygène. Et dans tout sport, mais notamment en course à pied, on a besoin de respirer, de faire bien circuler l'oxygène dans tout le corps. Et lorsque l'on n'est pas en pleine capacité, c'est juste impossible. Et donc cette carence en fer impactait énormément les résultats et notamment le fait que je faisais quand même beaucoup d'entraînement. À ce moment-là, j'étais quand même déjà à 90-100 km par semaine et j'étais quand même... en termes d'entraînement, j'avais l'impression un peu plus régulier que d'autres coéquipiers qui faisaient mieux que moi, et donc j'avais cette incompréhension, et en ayant découvert cette carence en fer, ça m'a permis de traiter ça et d'aller au moins à faire de meilleurs résultats et d'avoir cet effet positif, cet effet de prise de confiance et de se dire que je suis capable. Ouais, je suis capable d'y aller. Fait que malgré que tu appliquais la recette d'entraînement qu'on connaît puis qui donne des résultats progressifs, on est de plus en plus performant, tout ça, toi, tu voyais pas cette progression-là. Au contraire. C'est ça. Puis, au niveau de la confiance, tout ça, c'est sûr que ça devait jouer énormément. Exactement. C'est-à-dire que si je prends un peu de recul maintenant, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé de ce sujet dans la première édition, c'était en 2019, et ça impacte effectivement la confiance en soi. On se demande est-ce qu'on est capable, est-ce que tout simplement... Est-ce que je suis dans mon sport? Oui, est-ce que c'est exact. fait pour moi? On se pose la question. Alors après, il y avait beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il y avait rien de parfait dans l'entraînement que je faisais. Cependant, il y avait quand même cet aspect où je pouvais être à de meilleurs résultats, et donc le fait d'avoir pris confiance et d'avoir pu
casser un mur. Mettre le doigt sur le bobo, vraiment. Exact. Puis, trouver la bonne solution. Ça a eu plein d'effets positifs, vraiment. Je me souviens que ce qui m'avait marqué, c'est que tu disais, tu faisais toutes tes courses complètement hors de souffle, tu sais, sur le bord de puker, puis de vomir, Exact, puis c'est ça. Puis là, après ça, quand tu avais consulté ton médecin qui t'avait donné, je pense, des pilules de fer, si je me trompe pas, ben là, après ça, tu finissais tes courses, puis t'étais comme correct. Puis tu avais fait, c'est ça, le feeling de finir une course normalement. Donc, bref, pour faire un petit récapitulatif, parce qu'on vous invite à aller écouter l'épisode si vous ne l'avez pas écouté, mais vérifiez votre fer de temps en temps si vous... surtout, dans le fond, toi, tu étais végétalien, vegan? Végétarien. Végétarien, ok, végétarien. Est-ce que tu l'es toujours? Est-ce que ça a changé? Non, plus flexible. Flexible maintenant? Ok. Mais t'avais pas changé ça à l'époque. T'avais juste commencé à prendre du fer. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est depuis quand que t'es flexitarien? Ça va plutôt faire depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Okay. Je dirais que quand, par exemple, il y a des personnes qui préparent des plats avec de la viande, je vais manger, c'est ça. Moi, je vais pas forcément acheter. Pas chez toi, non, c'est ça. Quand je fais mon épicerie, je vais pas forcément acheter de viande. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est rendu de même, énormément. Mais bon, bref, maintenant pour revenir plus d'actualité, on en a parlé aux nouvelles il y a quelques mois. Au marathon d'Ottawa, tu en as surpris plus d'un. Tu as fait ton meilleur temps à vie. Tu as fait 2,25, c'était 2,25 quoi? Ou c'était 2,24 quelque chose? C'était 2,25, 40, quelque chose, je crois. Va chercher, Mathieu. C'est techniquement pas mon meilleur temps à vie parce que à Montréal j'ai fait plus rapide. Là j'avais fait 2,25, 38 et des poussières. Mais en termes de niveau de difficulté. En termes de niveau de difficulté, par contre, en termes d'équivalence, effectivement, c'est ma meilleure performance, je pense. Oui. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, Ottawa, à chaque année, il fait chaud. Je sais pas qu'est-ce que le monde qui s'inscrit là, ils il ont s'attend. repoussé d'une semaine aussi depuis quelques années. Fait que c'est ça. Mais, c'est ça. T'as-tu trouvé le temps? Terminé 7e, 2,25,48. 7e overall, 2,25,48. Premier Canadien, ça c'était la grosse affaire. Est-ce qu'on peut dire premier Canadien? Parce que moi je vois le petit drapeau français ici. Alors, premier Canadien-résident permanent. Ça a été une question que j'ai posée à l'organisation. Ça fait une différence monétaire. Exactement, ça fait une petite différence aussi dans les bourses. Donc j'aurais envoyé un petit courriel avant. Et donc c'était... je leur ai demandé... Fait que t'avais quand même considéré avant, je pourrais finir dans les bourses. Bien sûr, on sait jamais ce qui peut se passer dans un marathon. Donc vraiment en confiance sur l'aspect de pouvoir faire un bon résultat. Je pense que quand on se prépare, on va toujours être dans un état d'esprit où on a envie d'aller donner le meilleur de soi et on se dit on va se donner les capacités d'éviter aussi certains tracas mentaux avant la course. Donc la préparation, on pourra en reparler, mais pour moi la préparation c'est sur plein d'aspects, notamment sur ces sujets qui peuvent prendre un peu d'énergie mentale. Et donc je leur avais envoyé un courriel et donc techniquement effectivement premier résident permanent-canadien bientôt, puisque je compte quand même faire la démarche pour avoir la nationalité canadienne. Donc tu fais pas ton Maxime Lopez. Pire encore, Maxime il repart. Non mais c'est ça, Maxime il repart, c'est pour ça que je ne fais pas son Maxime. Ok, dans Maxime, ce sens-là, il repart, parce que... Non, pour le moment, c'est plus le processus d'avoir ce côté... d'avoir la nationalité canadienne. Résidence permanente, c'est comme ça t'appelles, Exactement, c'est l'équivalent de la carte verte américaine. Ok. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, c'est quand même, t'as battu des gros noms, là. T'as battu Sergio Reyes Villanueva, qui est quand même très fort. Tu sais, je veux dire, est-ce que tu t'attendais à finir devant lui? Ou... C'était quoi tes attentes quand t'es rentré dans cette course-là? C'était-tu des temps? C'était-tu... où est-ce que tu pensais que t'allais finir au classement canadien? La première attente que j'avais, c'était envers moi-même. C'était peu importe ce qui arrive, la stratégie de course doit être la bonne. Il faut savoir que effectivement, juste avant ça, en décembre, j'étais parti à Valence, en Espagne, faire le marathon, qui est pour faire un petit comparatif très rapide, un marathon extrêmement populaire, le marathon du moment en termes de qualité de parcours, de profondeur, et ce marathon-là ne s'était pas bien passé en termes de stratégie de course. J'avais fait
une erreur d'amateur en fait qui est celle de partir trop vite. T'es donc excité, t'es à Valence, vraiment, let's go. il y avait ma famille aussi, mes parents oui, étaient ok. venus, c'est quand même de l'organisation, il faut y aller. Donc il y avait toute cette énergie et Beaucoup de Québécois qui sont là-bas aussi. Exactement. Fait que, tu sais, c'est excitant. Puis... Est-ce que et c'était ton premier? Je me rappelle pas. marathon. Non. À Valence? Non. À c'était mon premier marathon de Valence, Valence, mais c'était pas mon c'était pas premier ta première marathon, distance, effectivement. Et donc j'étais parti beaucoup trop vite. Et donc l'objectif pour ce marathon à Ottawa, c'était d'être discipliné et de revenir aux fondamentaux du marathon, qui est de se dire qu'un marathon c'est long et qu'il faut garder son énergie pour toutes les parties de marathon, notamment ce qui vient après 30 km. Ouais. Et- Surtout quand il fait chaud. Exactement. Là, on avait de la chance, il n'avait pas fait aussi chaud Que d'autres années, que d'autres années. mais il a quand même fait chaud, je pense, Oui, vers la il a fait deuxième chaud. moitié de la course. Exactement. Et C'est- il a fait chaud, cependant c'était des conditions qui restaient quand même supportables en termes de température, c'était plus au niveau du dénivelé que ça allait être difficile. Et donc c'est ça, après moi j'avais fait un petit, on parlait de préparation, j'avais fait un petit travail quand même de préparation, de voir les noms, de voir qui était là. Alors effectivement je me disais, bon il y a des gros noms. Pour moi c'était peu importe ce qui arrive, je vais déjà essayer de faire ma meilleure course en termes d'équivalence et d'aller viser si je peux 2h23, 2h même 2h22 si je pouvais, mais j'ai pas pu le faire, mais au final j'ai fait 2h25 avec un parcours comme ça et c'était très satisfaisant compte tenu de ce que avaient fait d'autres athlètes aussi autour. J'ai en comparaison. C'est ça, tu te compares, tu as fini devant Sergio. C'est sûr, Mais Sergio, il pour avait fait le relativiser, 10 avant. exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui, Ouais. lui, il était en mode un peu. C'est ça, il essaie de tout faire. Il a fait les championnats canadiens de 10 km le jour avant, que j'ai aussi fait. C'est ça. Mais ça reste un athlète qui a gagné, je pense, Vancouver, si je me trompe pas, qui est quand même une grosse course. Là, qui est pas, il avait fait pas un temps super rapide, mais c'est une course qui est pas rapide pantoute, là, qui est super côteuse, ça a l'air. Exact. C'est sûr, il a fait le 10 avant, mais ça reste un très bon athlète. Puis tu regardes tous les temps. En général, c'était pas super rapide. Donc, tu sais, ton 2,25, 48, peut-être. Puis à courir tout seul, hein, parce que je regarde la différence entre chacun des coureurs, vous êtes tous à 3 minutes à la fin. Donc, tu as couru tout seul probablement une bonne partie du parcours. Oui et non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu la chance d'avoir un dossard élite et donc briefing technique un jour avant et dans le briefing, il y a aussi la présentation des différents lapins de course qui vont être présents et notamment le lapin de course qui allait être pour les femmes, qui avaient un objectif de 2h24 quelque chose. Et pour moi, je me suis dit, parfait, je m'accroche et si c'est 2h24, c'est parfait, je vais suivre ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que compte tenu des conditions, je pense, climatiques et du parcours, on est parti beaucoup plus lent en fait que cette allure-là. On est parti vraiment en 3,30 quelque chose. Au tout début, c'était vraiment lent. On était 3,30, on a réaccéléré après 3,27, 3,26 progressivement, mais on n'était vraiment pas sur des allures de 2h24 parce que l'objectif. Non, pas en toutes, parce que l'objectif était plus très vite un objectif de classement et donc on s'est adapté. Mais moi, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Je me suis accroché au pack et je me suis dit, c'est pas grave, discipline sur ça. Je vais rester avec le pack. Et donc j'ai couru avec les féminines et le premier et disons le groupe pendant c'est bizarre qu'ils changent les paces sans avertir. Je veux dire, ils l'ont-tu dit juste avant la course? Finalement on va faire ça? Non. Ou... En tout cas, si ça a été dit, j'ai pas eu. Oui, mais après c'était pour les femmes et moi je comprends très bien. Si elles se sont arrangées pour être plus lentes ensuite, moi il y a aucun problème. C'est pas ma c'est pas tes paces à toi. Exact, c'est ça. Ils sont là pas pour toi mais pour les élites femmes et les mais c'est ça. Et je trouvais qu'au contraire c'était une bonne chose parce que ça a vraiment été la bonne stratégie au final parce que tous les gars qui sont partis devant au final ont ralenti dans la deuxième partie puisqu'elle était plus compliquée et j'avais étudié le parcours et donc j'étais seul en fait
à partir du 18e où j'ai lâché le pack, disons, féminin. T'es allé parti plus vite qu'eux. Exact, c'est-à-dire qu'après j'ai commencé graduellement à 18-19 à accélérer, et donc ensuite j'ai fait mon petit bout de chemin tout seul, rattrapé progressivement tous ceux qui étaient devant. Ok. Et en tout cas, pas tout le monde, Ça, mais c'est motivant aussi là, de pourchasser tout tellement. le temps quelqu'un. Ah oui, oui. T'en dépasses un, tu pourchasses l'autre, mais tout en restant sur ton pace et en Vraiment. gardant ta stratégie. Exact, c'était ça, et vraiment ensuite j'ai très vite vu que ça allait peut-être être plus quelque chose à la stratégie de course plus qu'au temps, et donc j'ai réadapté. Est-ce que tu penses que cette stratégie-là serait applicable à Valence? Parce qu'à Valence, tu te retrouves nécessairement dans un gros pack, puis si le gros pack décide de courir plus vite, tu as tendance à y aller aussi. Et c'est ça aussi, disons qu'il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients dans des grosses courses comme celle de Valence. Je pense que, en fait, les deux, ça peut être un avantage et un inconvénient, la profondeur d'un pack de course. Donc, le fait d'avoir d'aller avec des personnes un peu plus rapides, peut-être ça peut motiver, mais je pense que la stratégie d'être discipliné sur un marathon, peu importe le marathon, elle s'applique. Mais il faut vraiment que ce soit individuel à soi. Il ne faut pas essayer de se lier avec d'autres tout de suite, en tout cas. Après, c'est une croyance personnelle ici, mais je pense que la croyance de se dire on se discipline et on se dit, un marathon, il y a peu de marge de manœuvre à changer des choses au dernier moment. Je sais pas, François, tu pourras peut-être aussi comment en témoigner, et toi aussi si tu en as fait un marathon. Oui, mais pas dans les pas avec les stratégies que vous pouvez employer. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas changer du tout au tout d'un coup, et ça avait été mon erreur à Valence. Je m'étais motivé, je me suis dit je vais aller avec des gars, mais j'étais passé beaucoup trop vite par rapport à mes capacités et à mon niveau actuel. T'étais passé à quelle vitesse? Les premiers kilomètres, la moyenne était de... J'avais fait n'importe quoi, je pense que j'étais parti à 3,18 et c'était 3,18. Mais souvent, on entend ça, les gens qui partent trop vite. Donc si tu te dis d'avance, mettons, tu analyses, ok, je vais partir avec ces gars-là, mais ces gars-là partent souvent trop, généralement ça part trop vite. C'est ça. Donc il faut y penser à ça aussi, cette variable-là. Ouais, mais tu peux pas savoir s'ils sont disciplinés. Non, c'est ça. Exactement. Mais c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment, c'est très individuel. Final, puis accepter d'aller dans le pack d'en arrière si celui d'en avant est trop... Exactement. Et il faut y penser. Ma croyance par rapport à ça aussi, c'est de dire que de toute façon, un marathon, tu peux partir plus lent. Je pense que le fait, par exemple, d'être parti à Ottawa à des allures qui étaient vraiment plus lents et en dessous de ce que je peux faire, ça m'a pas nui dans mon résultat, dans le sens où j'ai quand même fait une très bonne stratégie de course, j'ai pu rattraper du monde, et ça a été la stratégie gagnante. Alors c'est pour moi de partir plus lent, au contraire, je pense que ça dépend de chaque personne, mais pour moi c'est ce qui marche, et c'est ce qui me permet ensuite de prendre confiance, comme tu disais, de rattraper du monde, le sentiment exact, quand tu as un objectif, quand tu vois que tu es plus fort que l'autre personne et que tu peux la dépasser, et que voilà quoi, tu es dans ce flow de dire ok, j'y vais. C'est un flow, c'est vraiment ça. C'est un flow, tu te sens un peu courir comme sur exact. Tu te sens voler quasiment. Il y a cette confiance, il y a cette adrénaline qu'est-ce que tu vas, puis tout ça. Exact, il y a cette adrénaline qui prend le dessus, de se dire je suis capable, je rattrape, j'y vais, j'avance, et c'est ça. Donc ça avait donné un négatif split probablement. Oui, un léger négatif split. J'étais passé en 1,13 et des poussières pour le semi, ce qui effectivement... En fait, je l'aurais ici, c'est juste j'ai changé le fil, je l'ai mis pour femme, j'étais curieux. Tu disais le lapin, il avait ajusté pour 2h30? Non, après... Juste un peu plus lent que 2,24, un peu plus lent, un peu 2,26. Mais la gagnante 2,32,20. Exact, c'est ça. Puis la deuxième 2,41,40. Exactement, c'est ça. C'est une course difficile. Oui, c'était une course difficile, et c'est ça, la patience à payer, et donc... de se dire que dans un marathon, on est capable d'accélérer dans la deuxième partie, ou en tout cas dans le dernier 12. Une 13-11, ouais. Exact, c'est ça. Pour ton raconte-nous un peu, là, comme quand, mettons, c'est à quel moment tu as rattrapé Sergio puis les premiers gars? Exact. La première personne que j'ai rattrapée, c'était La Pointe. Oui, j'en sais la Pointe, exact. Terminé 13e. Exactement, donc...
pour tout dire, donc j'avais étudié le parcours et je me suis dit ça va se jouer dans le parc. Il y a un parc un peu plus loin, un moment entre je dirais le 22e et le 28e, 30e kilomètre où ça monte et ça descend constamment. Et c'est là où j'ai à peu près rattrapé tout le monde, sauf Zoudou qui était le premier Canadien jusqu'à 40 km. Qui? Zoudou. Zoudou? Qui était le premier qui n'a pas fini la course malheureusement. Il a DNF pour cause de problèmes, mais si on revient, effectivement, au départ, j'ai rattrapé JS Lapointe à peu près, que je dise pas de bêtises, à 25-26. Et je voyais que c'était difficile parce que c'était là où ça commençait à être, où il commençait à y avoir du dénivelé et où j'ai senti que l'énergie que j'avais sauvegardée pendant la première moitié, vraiment j'allais pouvoir l'utiliser dans la deuxième et je voyais que j'étais capable d'aller rattraper du monde. Je me sentais en forme, je me sentais confiant, j'avais même cette adrénaline de me dire je suis capable d'y aller. Et donc je faisais ma course mais en même temps j'avais cette confiance, donc j'ai rattrapé JS Lapointe à peu près à 25. J'ai dû rattraper Sergio dans la montée du mile vers 29-30, quelque chose comme ça, qui était quand même quelque chose d'assez coûteux. Ouais, quand même. Et je l'ai rattrapé là. Donc là, tu savais que tu étais premier Canadien à ce point-ci? Non, j'étais deuxième à ce moment-là. Okay. Parce que j'avais vu, un moment, on faisait une épingle. Et j'avais vu que le premier, qui était Zoudou, à ce moment-là, était à peu près 1 km de distance. Je passais effectivement à peu près au 29, lui il était au 30, je crois, ou en tout cas quelque chose comme ça. Et je voyais que Sergio était à lui 500 mètres, 600 mètres de moi, à l'épingle. Et je me suis dit, je vais pas les lâcher, je vais y aller. Et si je les avais pas vus durant le parcours parce qu'il y avait des longues lignes droites et si je les avais pas vus au loin ça veut dire que je les rattrapais et donc ça veut dire que j'étais plus rapide et que j'avais peut-être ma chance sur la deuxième partie de course et mentalement je me suis dit que j'étais capable et donc j'y suis allé. Ça c'est intéressant dans un parcours justement quand tu as une boucle comme ça, tu es capable de savoir ok j'étais à telle distance, j'étais à peu près à tant de temps de tel gars. Exact. Ça c'est vraiment intéressant. Cette boucle là elle arrive à un moment intéressant, là, oui. À 20, 28, 30 kilos. Exact, c'est ça, 28-30 kilos, quelque chose comme ça. Donc, et là, il n'y a pas beaucoup de monde, on est un peu seul, on est vraiment là où ça commence à tirer. Plus aussi, exact, là, c'est ça. Donc on est un peu dans sa bulle, on se concentre et on remarque très vite les personnes où elles sont. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, on identifie très vite là où sont les différents athlètes. Donc, ouais, je me suis... À quel moment tu as su que tu étais premier Canadien? À la toute fin. À l'arrivée en arrivant à 40 km. Parce que, en fait, à peu près au 39e, il y a mon entraîneur Doris qui est sur le bord de la route. Et donc là, c'est la fin de course. Et là, il commence à y avoir du monde. Mais je l'entends et il me dit le premier Canadien est à 40 secondes. Et je me dis 40 secondes. C'est faisable. Mais il est vraiment pas loin. Et parce que on revenait aussi. En train de casser, surtout. Exact. Et on revenait et on envoyait cette longue allée, je l'avais pas vu. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. S'il est à 40 secondes, c'est qu'il doit être en train d'exploser. Exact. Donc, surmotivé et disons avec la. Qui a pas fini. Non, ben c'est ça, il a pas terminé alors qu'il restait 3 kilos. Mais il lui manquait 2 kilos parce qu'il s'est arrêté à 40. Donc finalement, on arrive sur la rivière Ottawa, si je dis pas de bêtises. On arrive et je le vois au loin. Et donc je suis à 39, je le vois et je vois qu'il est pas rapide. Et donc je me dis, bon, j'y vais, je vais tout donner, c'est la fin, de toute façon, on y va. Et à un moment, je le vois, il commence à s'arrêter et à marcher. Okay. Et je me dis dans ma tête, mais t'es à 40 km, tu vas, tu lâches pas, tu donnes tout ce que tu peux. Et donc je me dis, ça veut dire qu'il doit être vraiment fatigué, il y a quelque chose qui va pas. Et donc moi je réfléchis pas, je cours et je le rattrape très vite en 1-2 minutes, je le rattrape et je le dépasse et je regarde pas en arrière parce que je voulais pas lui laisser la chance de me suivre, d'être dans mon train j'étais aussi concentré sur ma course et sur l'effort et ça m'a donné juste le fait de me dire
que j'étais premier Canadien parce qu'il y avait une bicyclette qui était avec le panneau premier Canadien. Ah oui. Donc je savais que là j'avais dépassé et finalement je n'ai pas su parce que pour la petite histoire, effectivement Zoudou n'a pas terminé, il a eu un problème effectivement. En tout cas, je pense cardiaque ou quelque chose comme ça. Il a pas, et c'est pour ça qu'il s'est écroulé. Si vous regardez la retransmission disons, de la course, vous voyez, à un moment, ils mettent les images, mais il reste pas longtemps sur Zoudou, mais il va bien au final. Mais il a jamais pu finir la course et je l'ai jamais vu arriver derrière moi. Et je me suis demandé, même parce que je me dis à 40 km, même si tu casses, bon, tu finis pour les 2 derniers kilos. Un problème plutôt grave. Exact. C'était un problème quand même assez intense qui a fait qu'il n'a pas pu terminer. Et c'est ça. Et donc finalement, je savais que j'étais premier Canadien à ce moment-là et c'était vraiment un beau moment parce que encore une fois, quand l'adrénaline prend le dessus, que tu es dans cette allée pour te diriger vers la ligne d'arrivée, c'est quand même quelque chose de génial. Et les applaudissements, les cris. C'est ça. Et c'est vraiment. L'annonce, notre premier Canadien. Exact, c'est quelque chose. Et c'est un super sentiment. Parce que Ottawa, là, c'est un des plus gros marathons au Canada. Là. Vraiment. T'as Montréal, Toronto, puis Ottawa. Comme en termes de nombre de participants. Exact. Je sais pas si Ottawa en a. Toronto en a plus, je pense. Montréal, peut-être. Je pense que Montréal. Je sais pas, faut pas que je dise de bêtises. Ouais, mais je sais pas Montréal. Je pense que c'est les 3 plus gros, ça. Ouais. On est à peu près sûr. C'est avec Vancouver aussi. Les 4 plus gros sont là. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais ce sentiment d'aller vers la ligne d'arrivée et de se dire que on a fait une bonne course et que ça se concrétise. T'étais content du temps aussi, là, dans les conditions. Oui, compte tenu des conditions et de comment s'était passée la course, vraiment content de moi et de l'entraînement, de comment ça s'était passé. Et de se dire l'objectif c'était de faire une course intelligente et d'avoir fait une course intelligente et de réussir comme ça à la fin, de concrétiser avec une position de premier Canadien, c'était ça confirme vraiment la stratégie aussi qui était la bonne, puis tout ça, c'est rassurant. Exactement, c'est ça. Tu avais parlé un peu de ton build-up qui avait été bon selon toi. Oui. Puis tu sais, ça, on regarde ta progression, là, ton premier marathon, c'était combien? Le tout premier marathon que j'ai fait, techniquement, c'était avec mon père. On l'avait fait ensemble, mais ça, c'était un marathon père-fils en 4h15. Mais le premier marathon que j'ai fait sérieux, c'était à Toronto en 2019. On courait. C'était on était sur la même ligne de départ. Toi, quand même beaucoup plus devant, mais j'étais parti et j'avais fait pour ce premier marathon 2h39. 2h39, tu sais, que c'est déjà très bon, mais on s'entend 2h39 puis 2h25, il y a une méchante différence. Exactement, c'est ça. C'est une méchante différence. À l'époque, avais-tu été content de ton 2h39 quand tu l'avais fait? Oui, c'était un premier marathon et l'objectif c'était déjà d'expérimenter la distance et de faire... Ça avait été à tes attentes, selon tes attentes à peu près? Oui, l'objectif c'était de tout donner à ce moment-là et c'était de découvrir le marathon, ce que c'était, et j'avais très vite compris que j'allais devoir faire preuve de sagesse sur cette distance parce que j'étais encore une fois parti trop vite sur des bases de... 2h27, 2h28 et j'avais complètement explosé sur la deuxième partie. Si on retourne sur le... T'as découvert c'est quoi le 30e kilo. Exact, c'est ça. Voilà, oui. À un moment là, ça avait été de la survie sur les 12-10 derniers kilomètres et ça avait été une bonne leçon. Et le fait de refaire cette même erreur à Ottawa, cette erreur de débutant, parce que je le cache pas, moi c'est une erreur de débutant que j'ai faite à Valence. À Valence. Et ça m'a remis les pieds sur terre et de dire que même si on fait des marathons depuis longtemps, on peut refaire les mêmes erreurs et ça permet de revenir aux fondamentaux. Et, donc de ne pas l'avoir faite à Ottawa, c'était vraiment bien. Mais c'est ça, tu as eu toute une progression quand même en termes de tes temps de marathon. 2h25, là, c'est sub-élite, en termes de... Tu peux te qualifier comme élite pour bien des courses avec ça, puis c'est ce qu'on appellerait sub-élite. T'es pas sponsorisé, mettons, tu peux recevoir du free gear, des fois des sponsors, des affaires de même, mais des choses gratuites, mais tu vas pas
vivre de ça, t'es pas pro, mettons. Non, exact. Mais c'est ça, c'est très. Ça s'en vient rapide. Fait à quoi un peu t'attribues ça, là, cette progression-là? J'imagine la constance. Toujours, dès que tu demandes à un athlète de Doris, c'est ça, il va te dire. Les 3D, les fameux 3D. Ouais, c'est quoi déjà ta distance? Discipline, distance et détermination. Ben, discipline, c'est de la constance, là, en gros, discipline. Mais j'imagine qu'il y a ça, mais ouais, c'est quoi selon toi? Et effectivement, c'est la régularité et T'étais moins régulier avant? c'était un peu moins régulier, oui, effectivement, parce qu'il y avait En plusieurs... même temps, tu avais tes enjeux de fer, là. Oui. Non, mais ça, en 2019, t'avais plus tes enjeux de fer. Alors, c'est à partir de 2019, effectivement, il n'y a plus ces enjeux de fer, mais quand je parle de régularité ici, c'est également de se dire, sur quelle distance veut-on se spécialiser? Et si on veut se spécialiser en marathon, c'est déjà plus facile d'avoir une direction et de se dire quel type d'entraînement on va faire, quelles est vraiment les courses sur lesquelles on va se concentrer, c'est quoi nos objectifs, ça clarifie déjà beaucoup de choses. Et donc, le fait de savoir que j'ai envie de faire du marathon, c'est le premier aspect qui fait que je m'améliore dans ces temps-là, parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui fait envie, c'est ce qui fait que, en tout cas, c'est la manière dont je structure mes entraînements. Et c'est ça, c'est tout simplement ce premier aspect qui est là dans mes entraînements, c'est cet objectif d'avoir une vision claire. Mais au-delà de ça, tu sais, ton temps que tu as fait, tes 2,25, 40 que tu as fait 2 fois, c'est nettement supérieur, quant à moi, à tes autres temps, mettons, sur toutes les autres distances. Exactement. Je suis pas dans le tort, là. Non, t'es pas dans le tort. Tu penses que c'est que tu t'es amélioré ou que c'est que le marathon que c'est ta distance, mais je pense que tu t'es amélioré. Toi un peu aussi, toi tes meilleurs temps, oui, c'est sur marathon. Oui, mais tu sais, je veux dire, oui, mais il y a deux choses. Je pense qu'il y a le côté, premièrement, et après on pourra en débattre, mais je pense qu'il y a ce côté effectivement où j'ai vraiment envie de concentrer mes entraînements sur l'endurance, donc mes temps sont vraiment les meilleurs sur marathon, et ça c'est quelque chose qui est fondamentalement, je pense, structuré. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est moi l'endurance c'est quelque chose qui est fondamentalement quelque chose. Ta force. C'est ma force. Et je le sais, je le ressens, et je vais pas pouvoir avoir la même équivalence sur du 1500, sur du 3000 ou sur des distances de 5 et de 10. Okay. Je le sais. Je sais que en ce moment-là, je vais pas pouvoir aller chercher l'équivalent de ta performance marathon sur 10 kg. Surtout maintenant, en termes d'entraînement, je m'entraîne beaucoup en endurance et à faire des longues distances. Donc ça, c'est sûr que ça va pas avoir la même équivalence en termes de pointage déjà. Et deuxième chose, c'est, pour répondre à ta deuxième question, je crois fondamentalement que je peux m'améliorer dans mes temps en marathon, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de choses à améliorer, j'ai encore tellement de travail à faire sur la structure des entraînements, sur qu'est-ce que je peux rajouter pour avoir plus d'informations à côté sur ce que je dois améliorer, comment éviter les blessures, comment augmenter mon volume, dans quel environnement m'entraîner. On pourra détailler si vous voulez, mais l'idée c'est de me dire 2h25 pour moi, c'est que le début, honnêtement. J'ai vraiment envie d'aller. J'ai vraiment envie d'aller plus loin. C'est sûr que tu peux faire plus vite que 2,25 juste en regardant Ottawa, qui n'était pas un marathon optimal. Exactement. À la base, on peut voir ça. Ça vaut sûrement un 2,23, 2,22 à Valence. C'est ça. 2,25 mais oui, un peu comme qu'est-ce que tu dirais qui n'est pas optimal en ce moment dans ton entraînement, c'est quoi tu penses qu'il faut changer? C'est effectivement le fait d'avoir d'autres obligations à côté, des obligations peut-être avec le travail. Ça c'est sûr que de travailler à côté, ça prend de l'énergie. Et fondamentalement d'avoir une obligation en tant qu'athlète, ça vient déjà prendre de quelque chose qui est dans ton quotidien un gros... beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, disons que c'est en soi ça prend de l'énergie, ça veut pas dire que je l'apprécie pas. C'est le côté
travaille à côté. C'est sûr qu'être athlète à temps plein, tu as le temps de récupérer, tu as le temps de mieux structurer ton horaire pour les entraînements, moins de contraintes, exactement. Donc ça, c'est la première chose, je pense. Ce qui va être la deuxième chose, c'est peut-être d'avoir plus de données sur, je sais pas moi, comment la récupération se passe, de faire comment on appelle ça? C'est juste la fréquence cardiaque, le matin par exemple, de voir... le HRV, HRV, c'est ça, mais je cherchais le terme français, variabilité cardiaque. Le resting heart rate. Ouais, exact. Et ça, c'est des choses... Non, resting heart rate, ça c'est une chose. Non, c'est ça. Là, c'est la variabilité cardiaque, exact, variabilité cardiaque. Et donc ça, c'est des choses que j'ai pas encore implémenté, il faudrait que je l'implémente et ça me permet vraiment d'avoir un marqueur un peu plus objectif et scientifique sur quel est le niveau de forme c'est des choses que je dois implémenter. Est-ce que la lecture du lactate, c'est quelque chose que tu as déjà fait qui t'intéresse? Je l'ai fait de manière sporadique, peut-être avec Maxime ou pour aider pour des études, mais non, je l'ai jamais vraiment fait comme ça. Donc ça, c'est autre chose. Après, au niveau de la structure des entraînements, ça va peut-être être d'aller chercher de la vitesse. Je pense que pour le moment, l'endurance, c'est quelque chose maintenant que je maîtrise. Et pour aller passer au niveau supérieur dans mon entraînement, ce qu'il faudrait optimiser, c'est d'aller chercher des vitesses plus rapides. Et d'aller travailler des allures peut-être 10, d'aller travailler même des allures 5, qui permettraient d'aller tenir un rythme plus rapide pour le marathon. Que le rythme marathon semble plus facile. Exactement. Quand t'es plus capable de tenir du 10, après ça, du marathon, ça a l'air facile. Entre guillemets. Là. Exactement. Mais d'augmenter le seuil de tolérance et d'aller faire plus d'entraînement de ce côté-là et d'aller travailler ces vitesses-là pour aller pousser cette limite-là. Et parce que l'objectif, c'est d'aller plus loin dans les temps au marathon. Je sais que je suis capable et donc faut se donner les moyens. Et je pense que c'est ces trois choses-là qui, je pense, permettraient déjà d'aller améliorer pas mal le temps. Tu viserais quel marathon? En fonction, parce que pour le moment, je suis blessé, donc je cours pas. Blessure de tennis. Exact, j'étais avec la famille et j'ai fait un peu de tennis et ça m'a pas réussi. Donc, c'est quand même drôle. On reçoit plein d'élites, semi-élites, puis qui nous racontent je me suis blessé, j'ai sauté dans un lac. Exact. Mais c'est pas une blessure de course nécessairement. Mais c'est ça, et même si on fait beaucoup de sport et qu'on est endurant, résistant, on peut toujours se blesser. Non, mais moi je pense qu'on est plus fragile. On fait tant de sport, puis qu'on massacre notre corps tout le temps, puis qu'on l'optimise vraiment pour un sport particulier. C'est ça. Je pense que ça le rend, entre guillemets, je pense pas qu'on est plus fragile qu'une personne sédentaire, mais je pense qu'on est plus fragile, mettons, qu'une personne qui fait du crossfit un peu, qui fait un peu de tout, qui est active, mais pas... Moi, je pense qu'on est très fragile à base. Je pense. La limite est fine, surtout dans les entraînements entre la blessure et, disons, chercher l'inconfort pour avoir la surcompensation. Donc ça, c'est une limite qui est difficile à avoir, et ça revient aussi à deux choses que l'on peut améliorer de manière générale. C'est ne pas se blesser. Ça, c'est sûr que c'est un facteur clé dans l'entraînement. Moi, c'était en 2019 la dernière fois où je me suis blessé, donc ça me fait tout drôle d'être blessé maintenant. T'avais un bon streak, 5 ans. Oui, 5 ans sans blessure, je me disais... Pour un marathonnier, c'est très bon. Ouais, et c'est en général une de mes forces, donc de ne pas me blesser. Et là... C'est quoi que t'as exactement, là? Je pense que c'est la languette sur la cuisse gauche et plus au niveau de la fesse gauche périforme. Donc c'est comment les appuis latéraux. Quand j'ai fait du tennis avec ma famille, c'est compétitif. J'en ai fait pendant 8 ans pourtant. Mais contre son père. Ok, aussi. C'était... T'as un certain niveau là. Quand même, j'en ai fait un peu, mais après, c'est ça aussi. Entre autres, ne pas se blesser, mais c'est également dans l'entraînement, c'est de savoir dire non. Et savoir dire non, c'est pour moi l'une des choses qui est le plus difficile. Et je pense que pour améliorer mes temps... je le sens pas aujourd'hui, je vais remettre à demain. De dire non à des choses qui te prennent de l'énergie pour aussi focaliser ton énergie des choses à l'extérieur du monde qui t'invite à des podcasts. Non, mais de faire le podcast, ça c'est encore autre chose, mais de dire non à certaines
obligations. Ah ouais. Je pense que c'est important et, Ah ouais. et, l'énergie est pas infinie et des fois quand même aussi je vais tellement paraître comme un vieux, mais quand on est plus jeune, on se dit qu'on a tellement d'énergie Ah ouais. qu'elle est infinie et ce sentiment-là on l'a et quand Ben, moi, je trouve que tu le perds ce sentiment-là quand tu t'entraînes pour le marathon. Parce C'est que vrai? moi, quand je me suis mis à m'entraîner le marathon, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ni l'énergie d'aller Ouais. faire du hiking samedi à Mont Tremblant ou Mont Ham, je sais pas là. du canoë camping. Non, ou non, de- mais ouais, c'est non, ça, ouais. non, parce que là, j'ai une grosse run le samedi ou le dimanche. Je vais être Exact. cassé pour ça Ouais. ou je vais pas bien récupérer pendant ce temps-là. Fait que en effet, c'est ça, faut faire Mais- des choix au final. exact. Tu peux Mais pas peut-être tout que faire. pour d'autres, c'est plus facile de dire non, mais moi, je peux comprendre que tu sais, des belles activités, comme tu viens de dire, c'est un peu dur de dire non. Oh, Tu oui. sais, Exact. mais- Oh, oui. Non, mais c'est ça, mais Le faux mot vient vite. Là, si tu sais. tu veux suivre ton entraînement marathon, si tu vas T'as dire pas- non à bien il des faut que tu fasses affaires. exact, des c'est ça. sacrifices à faire pour Oh, oui. un Ouais, marathon, vraiment. c'est certain. Et- Tu parlais par rapport au travail. Là, tu as un travail à temps plein. Exactement. Et Est-ce à Athlétisme Ben oui, Québec. à Athlétisme Exact. Québec, on va le dire. Est-ce qu'une des stratégies, ce serait peut-être de réduire un peu ton horaire? De faire moins d'heures? Pour le moment, non. Ok. Parce que ce qui est bien, c'est faire de l'athlétisme et travailler à Athlétisme Québec. Oui, C'est le fun. ça se On est combine autour quand de même bien. personnes Qui vont assez comprendre. compréhensives Ouais, ok. et qui comprennent que l'entraînement marathon ça prend du temps et que en étant athlète c'était aussi l'aspect qu'il fallait prendre en compte. Donc pour le moment il n'y a pas de réduction d'horaire et il y a une certaine flexibilité. Au niveau de l'horaire. d'horaire. justement. Ça c'est comment et au niveau actuel ça se combine tout à fait. C'est plus pour améliorer comme tu posais la question à plus long terme, pour améliorer les temps, comment on voit la stratégie à plus long terme. C'est sûr que là, si on veut aller plus loin, c'est difficile d'avoir un travail à Ouais. temps plein. Mais pour le moment, ça se passe très bien. Moi, donner ma contribution à l'athlétisme à travers mon travail, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me sied beaucoup. Ouais, Et- parlons-en, toi, Ben tu es coordonnateur communication et marketing Exactement. à Athlétisme Québec. Depuis Je le dis un bien, an. hein, c'est Athlétisme parfait. Québec, pas C'est FEDA, 10 sur pas 10. FQA, pas Ouais, Fédération québécoise d'athlétisme. Depuis un an, à peu près? Non, ça fait un peu plus que ça. Un peu plus d'un Un peu an. plus d'un an, Vous allez faire 1 an et 4 mois. Ah, ok. Ah, ouais. ok, pas tant. C'est ça. On l'avait dit à l'émission, on l'avait Ouais. annoncé. Ouais. On avait Et vu passer ça sur Facebook. Fait que c'est quoi tes tâches exactement? moi, ça va être tout ce qui est de mettre en avant la communauté de l'athlétisme sur les réseaux sociaux. Fait que Et- tu gères la page Facebook, Instagram de la FQA. Exactement. Ok. Donc quand vous De voyez la FQA, d'Athlétisme Québec. exactement, quand vous voyez des publications qui sont belles ou pas belles, C'est c'est toi. moi. C'est oui, c'est ça, c'est d'utiliser les outils de promotion et que j'ai appris à l'université pour pouvoir tout simplement mettre en valeur la communauté québécoise de l'athlétisme et sous toutes ses formes. C'est parce toi qui as que- fait le tableau pour les Olympiques. Exactement. On peut voir pour si vous Oui. voulez suivre les Québécois. Il y a un beau tableau sur la page Facebook Athlétisme Québec, l'horaire, peut-être Instagram aussi. Exact. Vous pouvez voir l'horaire à chaque course où on a des Québécois. Instagram, Donc, c'est le Facebook, LinkedIn, X. fun. Ok, même ouais. X. Oh, Même oui, X. c'est sorti sur toutes les plateformes. Abonnez-vous. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et non, c'est ça, c'est de mettre en avant sur les réseaux sociaux, mais pas que. Ouais. C'est de diffuser les informations. Tu gères aussi le site internet. Alors, Athlétisme en partie, Québec? oui. Ouais. On T'écris des articles. C'est exactement, en partie aussi. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que on est quand même plus maintenant une dizaine d'employés à Athlétisme Québec. Il y a eu Ça croît. Oui, Ça grandit vraiment. beaucoup. Hein? Il y a eu beaucoup de recrutements, ce qui est génial et super excitant parce que c'est super. On veut vraiment qu'il y ait du monde autour de ça et l'équipe qui est autour est vraiment motivée. Et c'est-tu parce qu'il y a plus de monde qui font de courses sur route puis d'athlétisme puis vous avez plus de budget parce qu'à un moment donné c'est limité dans le budget. Là, Exactement. mais c'est ça, c'est qu'il y a comme un boom de l'athlétisme puis de la course en ce moment qui permet ça. L'idée, c'est de faire un pari sur le recrutement pour pouvoir attirer les personnes qui sont déjà impliquées dans l'athlétisme. Il faut savoir que si on prend juste la course sur route, il y a en tout 100 à 130 000 personnes qui font des courses au Québec, certifiées ou non. Ouais.
il faut par savoir... année, à peu près. Par année. Des inscriptions Exact. par année. Oui, c'est mais ça, de courses le- publiques, certifiées. Mais ou pas inscription, c'est- personne. De personnes, Ouais, exactement. parce que t'as Sans- des personnes qui en font Oui, 4, oui, 5, oui. 6, 7, de 8 personnes. courses. Mais c'est Ouais. quand même c'est des personnes inscrites à des courses. Exactement, et donc ça c'est c'est des cours sanctionnés ou non, et tu as 130 000 personnes qui gravitent autour de la pratique de la course à pied, et l'idée c'est de dire, la stratégie c'est de se dire, ben, on va avec cette équipe faire tout ce qui est notre possible pour aller chercher ces personnes-là, parce que pour le moment il y a 8000 à quasiment 8700 je pense membres affiliés à Athlétisme Québec, ce qui n'est pas beaucoup en comparaison de la proportion de pratiquants de l'athlétisme. Et donc l'idée c'est de se dire, on va aller les chercher, on va aller on va aller faire la promotion, et pour ça il faut une équipe à côté, Ok. parce que pour faire tout ça il faut des bras. Et on se divise les tâches, et oui, moi je m'occupe de mettre certaines infos à jour sur le site internet. Ça va être d'aller mettre en avant les articles, d'aller tout simplement diffuser les informations. Donc on s'entraide, on gère des dossiers ensemble, et il y a plein de choses. Il y a de l'initiation, il y a les Jeux Olympiques, les effectivement, mettre en avant les Olympiens québécois, mais mettre en avant les officiels, les entraîneurs, de faire participer les administrateurs à la vie démocratique de la fédération. Tout ça. Et Ok. donc il y a plein de choses, plein de volets, et d'avoir des membres et des adhérents, ça permet de... Mais- Oui. De base, tu sais, moi je suis coureur amateur, je serais porté à me dire que pour être membre d'Athlétisme Québec, il faut avoir un intérêt élite ou tu sais. Mais c'est ça, là, il y a justement. Ben, là, il y a justement, le- moi, tu comme vas pouvoir amateur, en parler. qu'est-ce que Non, ça m'a attends, Exactement. parce qu'il va te le dire. Parce que là, je pose la question. Ah, ok, tu le sais. tu Non, le non, sais. je l'ai déjà lu, mais je l'ai oublié. Mais ça, c'est sûr que je l'ai t'as oublié. maintenant le spécial course sur route, je pense. Exactement. Ben, vas-y. C'est ça. Dis-nous-le. Bah, c'est ça. Si par exemple, effectivement, parce que c'est une question légitime, on se dit, ben, être membre Qu'est-ce que ça me d'athlétisme, qu'est-ce que ça me donne, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect des assurances déjà, le fait de se blesser en entraînement ou en route, ben, si tu es membre, déjà, ça te donne une couverture. Ok. Et il faut savoir que c'est quand même pas mal d'avoir dans ce cadre-là, parce que ça arrive de se blesser. Mais mettons, Mais moi, on a déjà ouais, la moi- carte d'assurance maladie. C'est une Oui. couverture comme C'est une ça couverture couvre mon supplément- événement, mettons, que je fais pas ou... Non, ça va Ok. être la couverture pour lors des événements et lors de ton entraînement, une couverture supplémentaire Ok. qui va te permettre vraiment des blessures qui vont être reliées, une assurance qui va être reliée spécifiquement à ça, Ok. et ça te donne une protection Quelque supplémentaire. chose qui serait pas couvert par la carte d'assurance maladie. Exactement. Comme quoi? Ben, Ça- des fois, par exemple, il faut payer l'ambulance. Exactement. Ça paierait l'ambulance. Ça, mettons, Ça- c'est soit mes assurances de travail qui vont les payer en partie. De ce que je comprends, c'est une assurance Exactement. supplémentaire, ça pourrait peut-être. Et ça prend. C'est un exemple que ouais. je donne, mais je suis pas certain. J'ai pas les détails spécifiques de ce que ça couvre en supplément, mais c'est sûr qu'au final, ta facture te revient moins cher si tu te blesses et que tu es membre de Athlétisme Québec. Et Moi, tout- ouais, mais ce que je comprenais, c'est que le push était surtout fait pour que les clubs fassent que tous leurs membres Voilà. sont couverts par ça. Fait que tu payes ton club, puis ton club le paye pour toi souvent. C'est ça. C'est qu'il y a plusieurs. En Il y a fait, plusieurs façons. il y a plusieurs façons. Donc ça, l'assurance, c'est un des avantages. Ouais. Il va y avoir aussi l'avantage des partenariats. On sait qu'aujourd'hui, quand même, s'équiper, ça coûte quand même un peu cher. D'aller acheter des chaussures, d'aller acheter de l'équipement. Bah, il y a plein de partenariats avec des boutiques de course. Tous les détails sont sur le site internet, mais il y a plein de partenariats qui permettent de réduire sa facture. Aujourd'hui, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas de petites économies aujourd'hui, donc ça permet quand même de faire des économies. Même ça, économiser. Ouais, quand même. Et Fait qu'en soi, juste avec le coût de membre, il y aurait potentiellement assez de rabais à aller chercher. Oui. Ça coûte combien? C'est Sur des- 25? Quelque chose comme ça? il y a en fonction, mais pour le moment, par exemple, l'adhésion course sur route Ouais. et sentier, et c'est 15$. 15. $, ouais. et pour 15 piastres, qui est une adhésion qui est en coopération avec Athlétisme Canada, ben, ça te permet d'avoir accès à un club affilié, à des rabais. Tu as 30$ de rabais sur la boutique officielle d'Athlétisme Canada.
Donc tu as quand même des beaux produits qui sont quand même à prix réduit, et tous les rabais que l'on a avec nos partenaires, c'est valable. On a accès à la Coupe Québec et tous les clubs qui sont affiliés. Ah oui, ça donne accès à la Coupe Québec. Oui, si tu veux avoir un classement dans la Coupe Québec, il faut que tu sois membre. Que ça soit directement via Athlétisme Québec, si tu étais déjà, tu faisais de l'athlétisme, puis avec ton club, tu étais inscrit, ou si tu n'es pas dans un club, tu payes ton 15$, puis là, tu peux être là-dedans. Exactement, et c'est ça, et ça permet de rejoindre une communauté, parce que la Coupe Québec, pour être dans le classement, maintenant, il faut être membre affilié, et c'est dans la logique de dire, effectivement, l'Athlétisme Québec et Vient Courir, donc le volet course à pied et sentier, on veut vraiment mettre en avant cet aspect communauté, et du fait de dire, c'est pas juste les élites, et les personnes qui ont un haut niveau qui vont prendre leur adhésion. Non, c'est pour tout le monde, parce que ça donne plein d'avantages supplémentaires, et d'avoir cet aspect d'adhésion, c'est pour moi essentiel, et de dire aussi que d'avoir son adhésion pour des plus jeunes aussi, parce que le volet qu'on essaie vraiment de mettre en avant, c'est le volet découverte et initiation. Le potentiel, on est en plein dans les Jeux Olympiques, le potentiel des Olympiens, et pour qu'il y ait plus de Québécois encore aux Jeux Olympiques, c'est ça, c'est de dire, c'est à travers les jeunes, c'est tout un programme qui commence à la base, c'est pas quand on va leur demander de rejoindre plus tard. Donc d'avoir cette adhésion, ça permet aussi de financer le futur de l'athlétisme québécois, et de dire des programmes comme la caravane, course saute-lance, les premières foulées Bruni-sur-Ain, les circuits régionaux jeunesse d'athlétisme, tout ça on les met en place grâce à l'équipe supplémentaire qui a été recrutée, et ça permet de dire aux jeunes, l'athlétisme c'est le fun, il y a plein de monde, et on est là pour vous supporter, et c'était cool quoi. On a pu faire des beaux programmes avec ça. Aux essais olympiques, il y avait André de Grasse et Aaron Brown qui sont passés. Je me souviens, je faisais la pub. On passe à la Belle on bouge. Exact, Belle on bouge. Et au final, c'était le programme de Belle on bouge programme caravane course saute-lance. Vous l'avez recyclé course saute-lance pour que ça soit dans la thématique Athlétisme Canada. C'est-à-dire que c'est exactement, ça a été pour faire en sorte que l'image de marque soit coordonnée, mais c'était basiquement une caravane course saute-lance. Et c'est ça. Et donc on a reçu quelques athlètes, et c'est super de se dire que tout ça est coordonné, de mettre ça en avant à travers l'équipe et à travers le travail que l'on fait à la fédération. C'est ça. 15$ par année, ça me paraît bas, parce que dans le fond, mettons 10 000, j'ai 10 000 membres, 15$, ça fait 150 000, c'est peu. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de subventions gouvernementales? Comment vous allez chercher vos autres sources? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des personnes qui vont sponsoriser, il y a des appareillements gouvernementaux. Est-ce qu'il y a de l'argent de plus quand même? Est-ce que le gouvernement, justement, on a 7 Québécois cette année aux Olympiques, est-ce que le gouvernement, ça peut le motiver à dire, OK, on investit encore plus, puis ça augmente-tu au fil des années, les subventions? Ça dépend. Ça dépend des budgets. Les derniers budgets, il faudrait que je revoie. Je pense que c'est dans la moyenne. Okay. Mais l'idée, c'est de dire effectivement qu'il faut qu'il y ait un investissement gouvernemental, national et provincial pour le sport, et notamment l'athlétisme, et favoriser le développement de ce sport à travers les infrastructures, à travers tous les appareillements. Donc c'est une combinaison des deux. C'est à la fois privé et à la fois public. Vous faites des représentations pour aller chercher des membres, mais j'imagine que dans votre équipe, il y a des représentations aussi qui sont faites du côté des gouvernements pour dire on mérite plus d'argent, on en veut plus. On veut un cercle vertueux, on veut inspirer, avoir plus d'argent, puis pour s'inspirer plus. Puis, il faut qu'on montre les résultats, il faut que les chiffres des adhésions suivent, et que on montre tout ce qui est fait. On a un programme, on a une ligne de route qui est mis sur papier avec des axes de développement très précis, mais sans rentrer dans les détails. Mais tout ça pour dire qu'il y a effectivement beaucoup d'aspects qui permettent en sorte de dire au gouvernement,
on développe l'athlétisme et on a des résultats et ça nous permet de recruter des personnes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plus de monde maintenant et qu'on est dans une vague de recrutement là depuis à l'Athlétisme Québec depuis les 2-3 dernières années maintenant. Ouais. Puis c'est ça, moi j'ai l'impression, moi je pense que ça a explosé là, dans les 10-20 dernières années, la quantité de monde qui font de la course. Oui, vraiment. Ça a explosé. J'ai l'impression que c'est un peu des deux facteurs. Je pense que c'est naturel, un peu le fait, c'est juste populaire, t'as la COVID, t'as plein d'affaires, puis le monde découvre, c'est le fun, c'est pratique, n'importe qui peut le faire. Exact. C'est ça. Puis je pense qu'il y a aussi ça, tu sais, d'avoir la coupe bien courte, ça a grossi là, dans les dernières années. Là, on s'entend, c'est ça. Avant, moi, je gagnais toutes les courses, puis j'étais meilleur un peu aussi, mais tu sais, le niveau était pas le même. Là, c'est tough gagner une course. Fait que c'est une bonne chose, ça veut dire que le niveau a step up et à l'élite, mais aussi j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui rentre là-dedans, qu'il y a le groupe d'âge, whatever. Puis on reconnaît aussi du sous-élite. Il y a des courses qui vont... Oui, les élites, mais il y a du sous-élite aussi. On invite plus de coureurs. On en veut de plus en plus des bons coureurs. Exactement. Et c'est ça. Et c'est l'idée, c'est de dire que c'est accessible et que en fait, ça se joue sur tous les plans. Ça se joue à la fois sur le côté de la Coupe Québec, le côté compétitif, et ça se joue au premier plan avec les nouvelles générations, ça se joue avec la communauté qui est déjà présente et monsieur et madame tout le monde, de leur dire c'est le fun, rejoignez-nous. Et le fait que c'est sur Instagram, Facebook, tu sais, les jeunes sont là. Ils sont pas sur Facebook, ils sont sur Instagram. La page Facebook d'Athlétisme Québec, c'est pour les plus vieux comme moi et plus vieux qui sont, puis Instagram, là, c'est pour les plus jeunes. Exact, c'est ça. Mais c'est ça, d'avoir une page. Tu sais, ça fait pas longtemps que vous avez une page Instagram, là. Non, pas si longtemps. Non, faudrait que ça fait demande, quoi, 5-6 ans peut-être? Je crois, faudrait que je demande même moins, je pense. à ma précédente collègue qui avait une responsabilité, mais c'est ça, et c'est, je pense, un point très intéressant de se dire il faut qu'on aille chercher un peu tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche, et d'attirer les personnes, parce que l'athlétisme, souvent, ce que les gens vont dire, et notamment les personnes qui en font pas forcément, mais ils vont dire « Ah, j'ai fait un cross quand j'ai été petit. Et j'ai fait le cross de l'école, et j'en ai fait quand j'étais plus jeune. » L'idée, c'est d'essayer de dépasser cette étape-là aujourd'hui, de dire au lieu d'aller faire du hockey, au lieu d'aller faire des sports qui sont peut-être du football ou du football canadien, mais de dire l'athlétisme, c'est ça aussi qui est cool. Tu peux aller en faire, et on donne les moyens pour que ça soit un sport qui est aussi attirant, et que les plus jeunes, ils s'arrêtent pas à la fin du cross-country scolaire, et qu'ils continuent ensuite à faire les Jeux du Québec. Parce qu'en ce moment, c'est pas énorme le circuit, là, si on parle chez les jeunes. Moi, j'avais même pas l'occasion quand j'étais au primaire. Exactement. On y allait peut-être une fois à l'année, puis sélectionner certains élèves, puis tout, mais tu sais, c'est pas comme le soccer que t'en avais à tous les jours, 2-3 fois semaine, t'as des compés, tout ça. D'où l'idée de mettre en avant plein d'initiatives, et je salue le travail de mes collègues qui font ça, parce qu'ils ont mis en avant plein de choses qui font que les jeunes aujourd'hui, ils peuvent aller dans plein d'événements, en tout cas le festival, des festivals compétitifs ou non compétitifs d'athlétisme, des événements qui permettent de découvrir l'athlétisme et de faire ah ouais, c'est fun, et de faire que ça continue d'année en année, qu'il y ait un suivi, qu'ils aient envie de faire une compétition, qu'ils aient envie de tout simplement pratiquer l'athlétisme à un plus haut niveau, et c'est là où ça va se jouer. Donc tout simplement de faire un suivi avec ça sur tous les plans. Je pense que quand on est jeune, souvent aussi on pense au sport d'équipe. On a nommé le soccer, le hockey. C'est plus un réflexe d'aller vers des sports d'équipe plutôt que individuel. La course reste quand même assez individuelle, même si tu jouais un groupe. C'est plutôt individuel. Mais en même temps, tu cours avec du monde. Exact. À quel point c'est individuel, tu sais. Mais t'as pas l'aspect, jouer au hockey, jouer au soccer, c'est comme... T'as pas joué à la course. En ce moment, non. Je sais pas. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est la chose la plus naturelle au monde. Absolument. Puis c'est la première chose que les enfants font aussi. Moi, mes jeunes en maternelle, ils apprennent à marcher, après ils se mettent à courir. Mes jeunes en maternelle faisaient tout le temps ça. On passait un bon moment. Après la récré, je les gardais plus longtemps dehors. Puis naturellement, c'est pas moi qui organisais ça. Eux, ils jouaient, on fait la course, peux-tu dire go?
Ouais, c'est ça. Puis là, ils veulent se battre l'un l'autre. Puis il le refaisait. L'un des premiers jeux qu'on pratique quand on est gamin. On fait la course, 1, 2, 3, go, et on y va. Et c'est ça. Fait qu'il faudrait que ça vienne vraiment aussi des écoles, de promouvoir encore plus la course et l'athlétisme. Les écoles, l'infrastructure, le RSEQ, tu sais, tout ça, qu'il y a vraiment un réseau, qu'il y a des petites compétitions. Que les gens se parlent déjà. Et qu'il y ait c'est pour ça qu'on recrute notamment des agentes et agents de développement régionaux pour pouvoir faire ce lien entre les personnes, parce que des fois c'est juste que les personnes ne se parlent pas entre elles. Et donc, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'initiative qui se crée. Et d'être un acteur central, et de dire on va vous aider à organiser ça, voici les ressources, de mettre en contact et je connais telle personne, je te présente telle personne, vous allez pouvoir faire un événement. C'est de là que ça part. Ça part d'un contact, d'une poignée de main, d'un courriel, mais il faut que ça parte déjà de ça. Et c'est ça, c'est la première initiative, c'est là où ça doit se faire. Après, effectivement, il faut du budget, il faut des personnes à côté qui puissent soutenir. T'as besoin de budget pour les personnes qui le mettent en place, mais ça coûte tellement pas cher quand tu compares à n'importe quoi d'autre. Oui, et quand tu compares, t'as pas besoin de bâton de hockey, t'as pas besoin de ballons de basket qui vont se perdre, t'as besoin de la piste d'athlétisme est déjà là. Non, t'as même pas besoin d'une piste d'athlétisme. Ah non, mais tu peux en avoir une. Mais tu sais, par rapport à un aréna, puis il en manque. Exact. Et t'as besoin d'équipement quand même un peu pour l'athlétisme, pour les autres. Exact, pour découvrir, si tu veux découvrir le saut, si tu veux découvrir le lancer, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'athlétisme c'est vaste, c'est tellement de disciplines, et c'est génial, c'est fascinant, et je pense que c'est ce sur quoi on doit miser. On doit dire l'athlétisme c'est cette juste courir. C'est une communauté, parce que tu vois, pour revenir du côté c'est un sport individuel, je relativiserais ça, parce que c'est comme n'importe quel sport pour te permettre de courir vite, ou même de courir et même peu importe le niveau, je pense qu'il y a besoin de personnes qui te soutiennent à côté. Et donc cet aspect de dire il y a des gens à côté qui te permettent de le faire, un entraîneur, ça peut être un entraîneur, ça peut être un officiel, ça peut être la fédération, ça peut être les coéquipiers qui t'aident à te dépasser aussi, si tu veux. Exact. Et toutes ces personnes-là qui gravitent autour, il faut jamais les oublier. Et ça fait que le sport et l'athlétisme n'est pas un sport individuel, parce que il y a cette communauté, il y a ce côté équipe. En tout cas, c'est moi je sais pas, mais quand je rejoins mon groupe de course, le club de course et le club de course de Doris, c'est une équipe. Je suis heureux. Je rejoins une équipe et j'ai pas l'impression de courir de mon côté. J'ai l'impression de courir ensemble, et on fait un travail collectif et on se motive, et c'est beaucoup plus efficace de s'entraîner ensemble. Ça c'est sûr. Ouais. Je pense qu'il y a des disciplines dans l'athlétisme qui sont un peu plus solitaires que d'autres. Mettons du saut. Des sauts, tu peux t'entraîner avec du monde, mais à la fin, tu sautes pas en même temps que l'autre personne, sinon ça te fait ailleurs. Exact, c'est ça. Fait que il y a ça, tu sais, mais quand même entre eux, ils ont leur petite communauté de, puis tu sais, souvent des fois, c'est des décathlètes ou des pentathlètes ou des heptathlètes que eux, entre eux, tu peux voir, sont tissés serrés, là, tu vois à la fin des compétitions, tout le monde est super amical et tout ça. Fait que ça reste, c'est individuel, mais c'est pas, non, je comprends. C'est dans le mais oui, toi tu vois ça quand même comme quelque chose de collectif. Toi, ton ressenti par rapport à... Non, au final tu les vois. Les vois. Puis c'est ça, la course, même chose. Là en ce moment, je trouve le marathon c'est plus individuel. Si t'as personne à qui t'entraîner, surtout. Puis mettons tu t'entraînes avec une ou deux personnes, c'est pas comme un sport d'équipe, que t'as une dizaine. Mais fait que marathon c'est peut-être un peu à part, mais tu regardes pour les jeunes, les cross, des affaires comme ça, ou n'importe quelle distance, 100, 200, 300, 400. Exact. Ça reste. Je pense que c'est juste une question, on n'est pas habitué à ça. Que on pense pas soccer, on pense pas basket quand on pense à sport. Exactement. On pense pas à course, on pense à ça en premier. Mais j'ai l'impression que plus t'as du monde qui en font, plus t'as de modèles qui en font, plus ça devient, puis c'est surtout qu'ils le fassent, que les jeunes le fassent. Donc, qu'il y ait la façon de le faire à l'école. C'est ça part de l'école, parce que le jeune individuel, il ne le fera pas nécessairement, il faut qu'il ait ça part de l'école. Puis ce que j'ai compris, c'est dans le fond, Athlétisme Québec, vous êtes là quand même pour aider, épauler
des écoles qui auraient des idées ou des... C'est ça, c'est que par exemple avec la caravane, on arrive, c'est littéralement une caravane et un outil clé en main avec tout un stade mobile qui permet de pratiquer des activités. C'est comme une initiation, c'est comme 1 ou 2 journées. C'est ça, c'est une activité d'initiation à l'athlétisme. Ouais. Mais je pense qu'il faut aussi, après que... il faut que ça aille plus loin. Mais après ça, si tu veux, qu'il y ait de quoi, il faut qu'il y ait un programme. Bien sûr, et il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait du suivi, et c'est ça, et c'est pour ça qu'on encourage toutes les équipes, tous les clubs à quand même être en contact avec Athlétisme Québec, parce que si le mettre club, des programmes dans les écoles. Exactement, parce que c'est ça. Si le club ensuite, que ce soit un club scolaire, parce qu'il faut que tu aies quelqu'un qui le gère dans l'école. Exactement. Puis tu sais, soit tu payes le prof de gym ou un autre prof qui a envie de le faire, mais faut que tu aies un prof qui a envie de le faire. Puis souvent les profs ils ont pas envie parce qu'ils sont déjà débordés. C'est ça. Fait que c'est ça. Ouais. Et donc fait que si t'as un club qui vient le faire, ça peut aider. Exact. Et c'est tout un tas d'acteurs donc qui doivent se mettre en place, et l'idée d'Athlétisme Québec, c'est d'épauler au mieux et d'encourager. Et de nous contacter, comment Athlétisme. Facebook. Ça peut être Facebook, ça peut être toi qui vas répondre. Instagram, c'est moi qui vais répondre. Va vous répondre, fait qu'il n'y a pas peur. C'est ça, mais il y a il y a aussi le courriel, il y a plein de, en tout cas à voir comment est-ce que la fédération peut aider. C'est fait pour ça aussi. S'il y a des initiatives que vous voulez mettre en place à court, moyen ou même long terme en termes d'athlétisme, il faut déjà nous contacter. C'est ce que je disais, ça part d'un courriel, ça part d'un message au départ. Donc c'est ça. Tu mentionnais entre autres après suite à ta victoire canadienne, puis ton très bon marathon, tu mentionnais le hashtag #RunProud. J'avais déjà vu, tu avais déjà mis ça avant. Je me souviens pas si tu avais fait une publication spécifique pour parler de ça. Oui. Dans le fond, explique-nous un peu, c'est quoi, pourquoi est-ce que tu écris ça, #RunProud? Oui, en fait, #RunProud, c'est effectivement, en tout cas, voilà, en tant qu'athlète gay, c'est l'idée de dire que c'est... Moi, l'idée à travers cette publication, quand je l'avais faite, c'était de dire que c'est possible d'aller faire du sport à un haut niveau et de faire partie de la diversité. C'est toujours une question de représentation. Après, c'est pas toute l'identité, mais c'est l'idée de dire que s'il y a une personne peut-être qui peut se sentir inspirée de voir ça et de se dire que c'est possible, c'était le but, aussi simple que ça. On voit souvent moins de personnes de la diversité gay ou autres dans les sports. Par exemple, en hockey, je sais même pas s'il y a un joueur de la NHL gay en ce moment qui est sorti. Qui est sorti. Gay, oui, mais qui est sorti. Oui, gay, c'est sûr. Gay, c'est sûr. Mais qui est sorti. Je pense qu'il y en avait dans les ligues mineures, mais pas dans la NHL. Je sais pas si c'est arrivé dans la NFL encore. Question. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que souvent on le voit pas, on dirait qu'il y a comme un tabou, là, que comme tu veux pas être... c'est la crainte de mais dans la douche, est-ce qu'ils vont avoir peur de moi ou quelque chose de même. La crainte de la persécution, là, vraiment. Ouais, c'est ça, et c'est juste de dire, de mettre dans les esprits que que tout simplement c'est possible, et que voilà, peu importe, on est capable d'aller faire des bons résultats dans le sport aussi, et c'est ça, de sentir que on sent représenté, et voilà, moi je sais pas, je veux pas mettre un pavé dans la mort, mais je me dis, il me semble que ça va de soi. Que tu sois coureur gay ou pas gay, oui, c'est sûr que tu peux être élite, oui, c'est sûr que tu peux faire des performances, oui, c'est sûr que tu peux être au top, mais pourquoi le dire? Parce que j'ai l'impression que ça va juste de soi. Je comprends, je pense que non. Je comprends que dans une chambre de hockey, il y a des joueurs qui souhaitent pas, comme persécution, puis tout ça, mais au niveau de la course à pied, y a-tu un enjeu de ce côté-là? Je pense qu'il y a persécution ou en fait, moi je pense que oui, on le voit pas. En fait, c'est ça. Je suis content que tu aies lancé le pavé dans la main, parce que c'est vrai. On pourrait se poser la question. Oui, mais ça a rien on pourrait dire ça n'a rien à voir, ça a pas rapport. Et en soi, ce qui a rapport, c'est le fait de mettre en avant
ce dialogue-là, parce que ça va pas de soi au final. Ça ne va pas de soi parce que même si l'athlétisme est par exemple aussi l'un des sports les plus paritaires, il y a encore beaucoup de choses où il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes, entre la diversité sexuelle et d'autres athlètes. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est, selon moi, je pense qu'il est quand même important d'avoir ce dialogue parce qu'il est important pour notamment les plus jeunes générations de se dire que ça veut pas dire que ça n'existait pas et qu'il n'y a pas de, disons, de joueurs gays à la NHL et donc c'est ça. Mais c'est de dire que il y a cette diversité dans les athlètes, il y a cette diversité dans le sport et ça c'est de dire de ne pas se cacher, de pas cacher qui on est. Par exemple, l'idée c'est comment vous m'aviez posé la question au tout début, est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Tu vois, ça c'est de dire non, ça va pas de soi parce que si ça allait de soi, on n'en parlerait même pas. Non, c'est ça. Et donc le fait qu'on dise qu'on en parle et que le dialogue soit là, ça veut dire que c'est encore dans le débat. Ouais. Et c'est dans le fait de dire le jour où effectivement on pourra passer au-delà de ça, même aussi par rapport aux clichés qu'il y a, que ce soit en étant LGBTQ+, femmes, et bref, de membres BIPOC, c'est vraiment cet aspect-là, on a besoin encore d'en parler parce que c'est encore quelque chose où on met est-ce que c'est BIPOC, c'est personne de couleur? Oui, c'est ça. Exact. Okay. J'avais pas l'acronyme français. Mais c'est peut-être pour aussi aller, je sais pas comment dire, mais chercher ou inspirer des fois la personne qui se sent pas bien là-dedans. Oui. Puis qu'en voyant ça peut la rassurer. Exact. Alors que pour plusieurs gays, lesbiennes, c'est correct, c'est acquis, ils sont bien avec ça, mais quelques-uns qui sont pas bien avec ça, fait que quand ils voient une publication. Mais moi, je pense même que c'est plus que quelques-uns. Oui. Moi, j'ai l'impression. Non, mais c'est parce que nous, on le voit. Mais après, c'est intéressant, c'est ça. Nous, on le voit pas, tu sais, mais. Moi, je suis pas gay, fait que je le sais pas. Je peux pas l'avoir vécu, fait qu'on n'y pense pas, on peut pas. Mais moi, tu sais, j'ai des amis gays, lesbiennes, que des fois, ils me racontent des affaires. Puis là, tu fais comme. Ah, ok. Puis que c'est compliqué ou c'est. Non, mais que tu sais, ils voient, ou tu sais, des choses que tu entends. Ouais. Des commentaires de genre ah oui, j'ai pas de problème avec les homosexuels, mais ils ont pas d'affaire à adopter des enfants. j'ai déjà entendu ça dans une salle de classe, une salle de prof. Okay. Ouais. En 2022, 2023. Okay. 2022, je crois. Okay. Fait que, tu sais, on dit oui, on n'a plus besoin à l'époque, et au Québec, on a tous les droits, mais tant du monde qui pense encore de même. Je pense c'est pour ça que ça reste important d'en parler. Ben, c'est ça. Et après aussi, il s'agit de relativiser dans le sens où aussi ça relève de la vie privée. Il n'y a pas besoin forcément Exactement, c'est ça. Et effectivement, moi j'en parle parce que je suis à l'aise et que je pense que c'est également un message important à apporter et pour si ça veut inspirer au moins une personne de se dire que c'est possible et que tout simplement on peut être qui on est et on peut faire ce qu'on veut et absolument. On peut être vrai. Pour moi, pour moi l'idée c'était, si je reviens à un aspect plus personnel, c'était vraiment d'être moi-même et je sentais que c'était important pour moi d'être moi-même sur cet aspect-là et de le dire et c'est ça. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur et c'est intéressant d'avoir ce débat. Tu vois, moi je suis content d'en parler parce que ça lance moi je trouve que ça lance ce sujet et que c'est une bonne manière de l'aborder. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de coureurs gays. Je sais pas, en tout cas je le vois pas versus. Ouais.
Ben, je sais pas. J'ai pas de statistiques par rapport à ça. Moi non plus. Fait que c'est bon de le voir. commentaire s'il y a Il faut se fier à la statistique générale. C'est quoi? C'est 10-15% de la population. Fait que ça doit être la même chose dans tous les sports. Mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que le fait que tu le vois pas. Il y en a plein. Qui veut s'asseoir dans le débat. Il tombe de l'arbre. mais le fait, c'est ça que tu le dis, je pense que ça normalise. Juste, ça fait comme. Exact. Ben, il y a des gays qui courent. C'est ça. Et il n'y a pas de. C'est ça. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais exact, voilà. Mais exact. Et c'est. Oui, mais si tu le vois pas, tu penses pas, c'est pas. Je sais pas, c'est. Là, tu vois un gay qui court, mettons que t'es gay, je peux courir. C'est-à-dire que... C'est ça, ça peut inspirer individuellement ceux qui se sentent pas bien, mettons, face à ça. Exact, et ça lance le débat, et ça permet de réfléchir sur la question. Et encore une fois, ça revient à un choix personnel de si tu te sens à l'aise d'en parler ou pas. Et c'est ça. C'est aussi simple. Oui, puis je suis convaincu qu'il y a des gays qui en parlent pas en se disant pourquoi j'en parlerais, justement, on veut qu'il n'y ait pas de différence. Exact. Entre être hétéro et gay, il y a zéro différence, donc pourquoi j'en parlerais? Oui. Mais je trouve, quand on dit cet argument-là, je sais, on s'en va dans des débats philosophiques, puis tout mais c'est intéressant. De la question, mais je trouve que ça revient un peu à moi, je vois pas la couleur, tu sais. Quand tu dis moi je vois pas les couleurs, tu sais, je suis égal, mais il y a une différence entre de dire, tu sais, on n'oublie pas le passé non plus. Ben c'est on sait que pour des gens de couleur, le passé était compliqué. On sait que pour des gays, le passé était compliqué. C'est ça, on peut pas ignorer le passé. Non. Puis le passé qui est pas complètement passé, quant à moi. Exact. On pense que il reste des gens à télé, non mais tu sais à télé, on n'en voit pas trop. On n'en voit pas trop. Non, effectivement. Et quand tu sors de là, quand tu parles un peu autour, puis tu vas dans pas juste ta communauté à toi, puis tu parles à du monde, puis que tu es confronté à d'autres modes de pensée, tu fais c'est qu'il reste encore également beaucoup de préconceptions, de préjugés, et c'est ça, c'est de casser un peu le narratif sur la communauté LGBT. C'est ça aussi. C'est pas juste du monde qui sont dans le glamour, puis RuPaul, puis que c'est ça. y a du monde qui court. Exact, et d'aller au-delà de cet aspect, effectivement, c'est ça, de sortir des sentiers battus et que faire partie de la diversité, c'est tout un tas d'aspects, c'est comme on dit un arc-en-ciel, et c'est ça, c'est ça le truc, c'est un choix encore une fois personnel ensuite d'en discuter ou pas, et de l'afficher ou pas, et c'est ça, et après les personnes qui veulent l'ignorer l'ignorent. Et les personnes qui se sentent touchées par ça se sentiront touchées. C'est ça qui est intéressant, c'est que après ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans un espace où on peut l'exprimer, c'est qu'après chacun peut se sentir libre de se sentir concerné par ça ou pas. Et voilà. J'ose espérer que ça n'a pas généré rien de négatif, là, toujours. Non. Et peu importe ce que ça génère, ça m'empêche pas d'être qui je suis. Non, je comprends. Voilà. Non, c'est ça. Et là, moi, je me rappelle, j'ai pas réécouté, il y a plusieurs années, j'ai écouté ton émission, je me rappelle pas, t'avais-tu commencé en lui demandant comment il est entré dans le monde de la course? Non. Oui ou non? Je pense oui. Ah oui. Oui. Ah bon, allez écouter l'émission. Allez écouter ça. Okay. J'ai réécouté. Je ne savais pas. Merci beaucoup d'être passé, Arnaud. Pour une deuxième fois, cette fois-ci pour parler un peu de tes expériences plus récentes au marathon d'Ottawa, entre autres. Merci de m'avoir accueilli. Ton rôle à l'athlétisme au Québec. Merci. On te souhaite, puis aussi un peu de ton rôle, de c'est quoi le rôle d'Athlétisme Québec. Oui, merci. On te souhaite la meilleure des récupérations pour ta blessure. Ouais. Merci. Puis, c'est ça, à voir selon quel marathon tu attaqueras. Exact, on verra bien. Ouais, mais bon entraînement. Mais il y en aurait un cet automne. J'aimerais faire, l'objectif ça serait de faire 2 marathons. Ça serait la première fois que je ferai 2 marathons en une année, 2 marathons dans l'année, c'est ça. Et on verra bien en fonction du calendrier de récupération et du build-up, quand est-ce que je vais pouvoir refaire un build-up. Et ça sera sûrement un peu plus tard. Et c'est pas grave, je fais preuve de patience. Par rapport à ça, vraiment, je suis confiant. Et il y
honnêtement, aucun stress. Ouais, ça te stresse pas trop, le fait d'avoir une blessure qui t'empêche de courir? Non, zéro stress parce que... Je vais prendre le temps qu'il va falloir. Exact, je prends le temps qu'il va falloir et avoir, comme on disait, avoir une attitude positive par rapport à ça aussi. On en parlait avant, ça fait partie de la récupération et de la guérison. Et si le corps comme on te demande de récupérer, c'est pas pour rien. Et c'est comme tout, il faut faire preuve de discipline et de patience et de pas griller les étapes, notamment quand on est blessé, quand on doit récupérer. Donc, est-ce que tu te permets de faire un autre sport pareil, du vélo? Sport porté, oui, vélo, natation aussi, c'est ça, renfort musculaire. Voilà. Soutien actif. Ouais, rester actif pour tout le monde. Voilà. Oui. C'est sûr que le monde qui nous regarde doivent l'être. J'imagine c'est tellement niché comme émission qu'il y a des chances que ce soit les coureurs qui nous incitez vos proches, et vos jeunes à être bien actifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et sur ce, bonne course. Merci.